Bonjour à tous et à tous. Et à tout qui se trouve entre les deux. C'est avec un grand intérêt que le Conseil du personnel a reçu l'invitation à la séance de rentrée académique de l'ELMO et sa thématique « Éduquer, préparer à la vie professionnelle, quelles sont les priorités de l'acte d'enseigner ». Au départ de cette phrase, je suis allé voir chez mon ami Google, l'association des termes « acte » et « enseigner » m'ayant interpellé. J'ai trouvé une première référence, un article scientifique de Marielle Pratt, conseillère pédagogique dans un collège québécois. Marielle Pratt dit « Enseigner est un acte interactif, c'est un travail qui agit sur des personnes et non pas sur des matières. » Voici donc un postulat intéressant. Il n'est en effet pas question d'agir sur des matières, mais l'enseignant doit impérativement maîtriser son domaine de compétences. La maîtrise s'acquiert un jour, mais se perd rapidement si elle n'est pas alimentée. L'enseignant doit donc actualiser sans cesse son expertise, sans quoi son enseignement n'est plus en phase avec le monde professionnel qui évolue rapidement par ses contenus, mais aussi par ses méthodes. C'est pourquoi il est impensable qu'un formateur soit à la page de l'an 2000. Si je lis plus loin le propos de Mme Pratt, je vois que enseigner, c'est aider à apprendre. Les pédagogies actives et participatives sont de plus en plus présentes au sein de nos différents cursus. Le gain en termes de développement des compétences n'est plus à démontrer. Il est donc nécessaire d'encourager ces pratiques en donnant aux enseignants les moyens de s'y former et de les actualiser en fonction des innovations. La Fédération Wallonie-Bruxelles devrait soutenir ces actualisations qui maintiennent la qualité de notre enseignement supérieur. Le temps nous manque à nous, formateurs, et le risque est grand de voir les enseignants se lasser de devoir chercher dans leur moment privé des périodes pour se former à toujours mieux enseigner. Enseigner, c'est aussi sortir des espaces traditionnels en permettant de disposer de lieux d'apprentissage adaptables à la pédagogie voulue. Les horaires de nombreux départements de la haute école sont sans cesse en train de jouer au domino pour que chaque étudiant puisse trouver une place dans une classe. Ces difficultés impactent l'application de pédagogie adaptée et augmentent le risque que des entreprises utilisent cette faille de l'enseignement pour développer leurs offres de formation privée. Ce point d'attention nous pousse à aborder l'apparente tension qui existe entre les demandes venant du terrain, et donc de notre société, et le projet social de la haute école. L'enseignement supérieur ne peut se dérouler en huis clos sans lien avec le monde professionnel. Parallèlement, le monde du travail bénéficie de la qualité de notre enseignement et de la recherche qui s'y mêle. Cependant, il y a des moments où le dialogue peut être compliqué. Les enseignants qui se rendent en visite de stage ont fréquemment l'occasion d'appréhender la difficulté dans laquelle se retrouvent les étudiants, perdus dans les injonctions paradoxales entre la formation et le lieu de stage. Comment accompagner l'étudiant dans un chemin qui lui permettra de faire des choix éclairés pour son avenir, malgré cet inconfort passager? Comment réduire ces discordances entre les deux mondes, celui de l'apprentissage et celui du travail? L'école doit entendre les besoins de l'entreprise afin de mettre son enseignement en adéquation avec une réalité de terrain. Quant au milieu professionnel, il doit également entendre que l'école est le lieu d'un enseignement pluriel. Former un métier dans le cadre d'une entreprise et à ses contraintes spécifiques, ce n'est pas former au monde du travail. Alors je vais embrayer avec le sujet de l'éducation, puisque beaucoup d'enseignants témoignent d'une nécessaire tâche d'éducation de plus en plus importante à l'adresse de leur public actuel. Nous devons éduquer parce que nous avons affaire société. Les étudiants d'aujourd'hui vivent dans une réalité, une société complexe qu'il est de plus en plus difficile à saisir. Leurs préoccupations ne sont pas toujours les nôtres et nous avons parfois du mal à nous rencontrer sur les priorités. Répondre à des besoins tels que l'accès au logement, l'accompagnement pédagogique, la protection contre le harcèlement, les phénomènes d'exclusion, tout ça c'est indispensable, c'est la base. Ce sont les conditions nécessaires à l'éducation, c'est du civisme, et ce n'est pas encore de l'éducation. Éduquer, c'est créer des conditions qui permettent de lire le monde, de se situer dans celui-ci, d'opérer des choix éclairés, de critiquer, de proposer, de dire oui, de dire non. Dans une société dont les articulations économiques, politiques, philosophiques, idéologiques et sociales sont de plus en plus éclatées et insaisissables, et même par bien des aspects effrayants, fait référence ici à l'Ebras, aux politiques migratoires et d'accueil, à la montée de l'extrême droite, aux enjeux climatiques. Il est primordial que la haute école mette en place tout ce qui est en son pouvoir pour que les étudiants se forment à entrer dans le monde du travail de manière citoyenne.
Pour le dire autrement, en étant en capacité de faire société et de saisir en quoi leurs pratiques, futures pratiques, et les nôtres aussi, sont orientées, pas neutres, et participent ainsi à la construction de la société. Bien sûr, c'est à travers la vie et les projets des cursus ou de la haute école que cela peut avoir lieu, mais nous pensons que c'est aussi et surtout à travers les méthodes d'enseignement, à travers le rapport que nous avons la possibilité d'entretenir entre étudiants et enseignants, à travers tous les espaces formels et informels qui permettent de penser le monde et de se penser dans le monde. Éduquer, c'est une affaire de responsabilité. Alors, si la haute école, si l'enseignement supérieur prétend une des missions prioritaires, c'est l'éducation, alors il faut la prendre, la responsabilité. C'est assumer une parole, c'est assumer une position, un projet, des valeurs, et l'assumer auprès des entreprises, des organisations, des institutions qui prennent part eux aussi à la formation des étudiants. En développant dans ce sens nos partenariats, en portant la parole des enseignants ainsi que leur légitime et indispensable ambition de qualité auprès des instances qui nous financent et qui réglementent l'organisation des formations. En préservant ce qui permet à l'étudiant de prendre place dans sa formation afin de continuer à contribuer à ce qu'il puisse se donner une forme citoyenne. En conclusion, il est évident que ces missions doivent s'articuler et s'alimenter l'une de l'autre. Il est également évident que pour parvenir à ce que tout ça soit effectif, il va être nécessaire de faire entendre toutes les voix qui de près ou de loin portent le projet PPSC. Il faudra agir les mécanismes qui permettront à la haute école d'œuvrer le projet et que pour que celui-ci puisse être une référence et un guide tant dans la gestion quotidienne que dans les décisions de niveau économique et politique qu'elle sera amenée à prendre dans les années à venir. Et ça, c'est bien une des missions du Conseil du personnel d'y être attentif.